Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un texte assez fondateur. Qu'est-ce que le spiritisme d'Alan Kardec. On va regarder l'édition de 1860. Oui. On va se concentrer sur l'intro et puis certains dialogues que Kardec utilise pour expliquer sa doctrine et aussi pour répondre un peu aux objections de l'époque. D'accord. Notre idée, c'est vraiment de ressortir l'essentiel de sa pensée, telle qu'il la présente lui, sa vision du monde invisible, les bases, comment il gérait les critiques. Une sorte de porte d'entrée directe. Voilà, exactement. Pour comprendre comment lui voyait les choses. Parfait. Alors, on y va. Comment Kardec lui-même, il définit ce mot « spiritisme ». C'était nouveau à l'époque, ce terme. Absolument. Alors il le présente sous deux angles, ce qui est assez audacieux pour le temps. D'un côté, il dit c'est une science d'observation. Une science carrément. Oui, basée sur l'étude des phénomènes, des relations possibles entre nous et les esprits. Et de l'autre côté, c'est une doctrine philosophique D'accord. qui tire les conséquences moraux, existentielles de ces relations. Il insiste bien, c'est une science qui traite de la nature, de l'origine, de la destinée des esprits et de leur rapport avec notre monde, le monde corporel. Ces doubles casquettes, science et philo, c'est intéressant. Ça devait forcément bousculer un peu les sceptiques du 19e siècle, non? Ah oui, c'est clair. Et justement, sa façon d'aborder les critiques et les doutes est assez méthodique. Comment il s'y prenait? D'abord, il répétait sans cesse qu'il faut étudier sérieusement avant de juger. Il refusait l'idée qu'on puisse claquer des doigts et hop, un phénomène pour convaincre. Genre, pas de spectacle à la demande. Voilà. Il disait, les esprits, ils ont leur propre volonté, ils ne sont pas à nos ordres. Et puis, il faisait une distinction très nette entre le spiritisme, le vrai selon lui, et le charlatanisme. Ah oui. Comment? Pour lui, l'appât du bien, l'argent, c'était suspect, un gros indice de supercherie. Il mettait aussi en avant que beaucoup de gens sérieux, instruits, adhéraient à ses idées. Et il n'hésitait pas à comparer les critiques un peu rapides faites au spiritisme Oui. à celles qu'avaient subies les grandes découvertes scientifiques, Galilée, Franklin, ce genre de parallèle. D'accord. Une défense assez structurée en somme. Mais alors, concrètement, au-delà de l'argent, comment il suggérait de faire le tri entre les bons et les mauvais esprits, ou même les médiums fiables et les autres? C'est là qu'il insistait sur l'étude. Toujours l'étude avant. Pour lui, seule la théorie, la connaissance solide, permet de comprendre ce monde complexe des esprits et d'évaluer ce qu'on reçoit. On y reviendra sur cette importance de l'étude. Mais d'abord, ces fameux esprits, au cœur de sa science. Qui sont-ils pour Kardec? Alors, là pour lui, c'est assez direct. Les esprits, ce sont simplement les âmes. Les âmes des gens qui sont morts, qui ont quitté leur corps physique. Juste les âmes des défunts? Oui, elles gardent leur individualité, leur mémoire, leur goût, leurs défauts. Et elles ne sont pas complètement immatérielles. Attention, elles ont une sorte d'enveloppe Ah oui. qu'il appelle le périsprit. C'est une sorte de corps fluidique, semi-matériel, un lien, si on veut, entre l'esprit et la matière. Le périsprit, d'accord. Une interface. Et vous disiez qu'ils gardent leurs caractéristiques? Exactement. Et ça, c'est un point, mais alors capital chez Kardec. La mort, ça ne rend pas parfait d'un coup, ni omniscient. Ah bon? Non. Les esprits, ils existent à tous les niveaux, tous les degrés d'avancement moral intellectuel. Comme sur Terre, en fait. Il y a des esprits sages, bons, mais aussi des esprits légers, ignorants ou même carrément mauvais. Donc l'au-delà, c'est pas le paradis pour tout le monde direct. Pas du tout. Ça démystifie un peu l'image classique. Ce sont pas des êtres totalement autres. C'est nous, mais continués, avec nos forces, nos faiblesses. Compris. Et du coup, qu'est-ce que Kardec pense que ces communications nous révèlent d'essentiel? Quelles sont les grandes idées? Alors, il y a plusieurs concepts forts qui ressortent. Déjà, la preuve que l'âme survit, qu'elle est immortelle, évidemment, mais surtout le principe de la pluralité des existences, la réincarnation. La réincarnation, oui. Vu comme une loi de progrès. Pour Kardec, nos vies successives, c'est des occasions d'apprendre, de réparer les erreurs, d'évoluer, quoi. Les difficultés qu'on rencontre sur Terre, Les épreuves de la vie. voilà, ce seraient soit des épreuves choisies pour nous faire grandir, soit des expiations, des conséquences d'actes passés, mais toujours dans un but de progression. Et par ces révélations, Kardec pensait donner une preuve tangible de la vie future, pour combattre le matérialisme par les faits. Une approche très pragmatique finalement. Oui, et au sommet de tout ça, il place la morale.
surtout la charité. Sa formule choc, c'était « hors la charité, point de salut ». En opposition directe à hors l'Église, point de salut, j'imagine. Exactement, c'est ce qu'il disait. Ce qui nous ramène à l'étude avant la pratique. Pourquoi il insistait tant là-dessus, sur la théorie d'abord? Je veux aussi. L'étude théorique, via ses livres, comme le livre des esprits, le livre des médiums, c'est indispensable pour lui. Indispensable pour quoi faire? Pour comprendre qui sont ces esprits, leur diversité, pour savoir quelles conditions favorisent des communications, disons, fiables, et surtout pour apprendre à faire la différence entre les bons esprits et les autres, les inférieurs, les trompeurs. Pour éviter les arnaques de l'au-delà, en quelque sorte. C'est un peu ça, pour éviter les pièges comme l'obsession, où quelqu'un peut tomber sous l'influence d'un esprit mal intentionné. L'étude aide aussi à interpréter correctement ce qu'on observe. Ce ne sont pas des tours de magie, selon lui, mais des lois naturelles du monde invisible. Il était très pragmatique, il rapportait lui-même des cas de supercherie, de mystification. Donc même lui reconnaissait qu'il y avait des risques, que c'était pas une science simple, facile à maîtriser tout de suite. C'est Fascinant. Alors, si on devait résumer cette première plongée dans Kardec, qu'est-ce qu'on retient? On voit qu'il présente pas ça comme une croyance aveugle, plutôt comme une tentative rationnelle de comprendre ce monde invisible et comment il interagit avec le nôtre. Il propose un cadre pour expliquer l'âme, une forme de justice divine via la réincarnation, et il met l'accent sur la morale, la charité. Il essaye d'intégrer des phénomènes un peu étranges. Voilà, des phénomènes jugés surnaturels. Il essaie de les ramener à des lois naturelles, tout en offrant une perspective sur le sens de la vie, de la souffrance, de l'après-vie, qui se distingue à la fois des religions établies et du matérialisme scientifique de son temps. Une sorte de troisième voie, quoi. Intéressant. Et ça nous laisse avec une petite question pour la route. Oui. Si on admettait, ne serait-ce qu'en hypothèse comme il le propose, cette interaction constante entre notre monde et un monde invisible, peuplé d'intelligences aussi variées que nous, qu'est-ce que ça changerait à notre façon de voir, par exemple l'inspiration artistique ou l'intuition soudaine, voire même certains troubles psychologiques que la science actuelle essaie encore de comprendre? Ça ouvre des pistes, non ?